Cette république est attaquée par un acteur anti-républicain. Une sorte d'impérialisme de la dictature, d'une certaine manière. Ce n'est pas Trump qui est une parenthèse, c'est Biden qui était la parenthèse. Vladimir Poutine est prêt à perdre de l'argent pour voir son idéologie triompher. La démocratie est une construction politique, idéologique, historique, sociale. Il va falloir comprendre que si on n'utilise pas les moyens qui sont à notre disposition, ils finiront par disparaître. La paix intérieure, c'est l'idéal d'une vie sereine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces rencontres Michel Serres pour un événement attendu. Votre grand nombre aujourd'hui l'atteste dans ce magnifique lieu. Je remercie très vivement le philosophe Michael Fossel et le député européen, politique et intellectuel Raphaël Glucksmann d'être là avec nous en dépit d'une parfois une actualité brûlante. Et par ailleurs, je vous signale tout de suite que le pauvre Raphaël a chopé une infection à cause de ses enfants et donc il est assez indisposé. Et s'il s'éclipse éventuellement une ou deux fois, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour répondre à Macron, c'est pour des raisons très très légitimes. Voilà. S'il vous plaît. La raison morale énonce en nous son veto irrévocable. Il ne doit pas y avoir de guerre. Voilà la formule du philosophe Emmanuel Kant, affirmée dans sa doctrine du droit, avec lequel nous autres Européens, en tout cas, qui fait partie un peu de notre logiciel stratégique et politique. Et par ailleurs, ce n'empêchait pas Emmanuel Kant d'ailleurs, en dépit de cette affirmation d'un principe moral, l'interdit sur la guerre, de réfléchir à la manière dont cette exigence morale de la paix pouvait se former dans l'histoire, en vertu des hasards de l'histoire, de l'extension des républiques aussi, on en parlera, qui, soulignait-il, ne sont apparemment jamais fait la guerre, entre elles du moins. Mais il affirmait ce principe, il ne doit pas y avoir de guerre. À l'autre bout du champ de la pensée politique européenne, voici des paroles qui sonnent autrement, celles de Machiavel au chapitre 14 du Prince. La guerre, les institutions et les règles qui la concernent sont le seul objet auquel un prince doit donner ses pensées et son application, et dont il lui convient de faire son métier. C'est là la vraie profession de quiconque gouverne, et par elle, non seulement ceux qui ne sont nés princes peuvent se maintenir, mais encore ceux qui sont nés simples particuliers peuvent souvent devenir princes. C'est pour avoir négligé les armes et leur avoir préféré les douceurs de la mollesse qu'on a vu des souverains perdre leurs états. Mépriser l'art de la guerre, c'est faire le premier pas vers sa ruine. Le posséder parfaitement, c'est le moyen de s'élever au pouvoir. Nous sommes tous, nous autres Européens, peu ou prou, les enfants de Kant et de Machiavel. Nous vivons avec l'idéal moral de la paix, mais nous butons, et peut-être aujourd'hui plus que jamais, sur le fait historique, politique, massif de la guerre. Et nous avons bien du mal à articuler ces deux exigences dans nos esprits, comme dans les actions de nos gouvernants. Il suffit de penser à l'Ukraine, au Proche-Orient, nous allons y venir très très rapidement. L'Europe qui croyait avoir donné forme à l'idéal de paix est confrontée aujourd'hui au retour de la guerre. Tandis qu'elle semble démunie pour faire entendre raison aux acteurs des guerres larvées ou ouvertes qui font à nouveau rage dans le monde. Comment réarticuler à nouveau l'exigence idéale morale de la paix avec la considération réaliste des rapports de force? Pour affronter cette question, qui est sans doute la plus épineuse et la plus urgente de notre temps, tout le monde le comprend, il nous a semblé qu'il était important de confronter un philosophe attaché à l'idéal de paix, mais soucieux des équilibres de la réelle politique, et un politique nourri des idées et de la pensée qui s'est coltiné au rapport de force entre les grandes puissances à l'échelle européenne. Je suis donc très heureux d'accueillir Raphaël Glucksmann. Vous êtes député européen à la tête du mouvement Place Publique, qui a brillé
lors des dernières élections en France, les élections européennes en particulier. Vous avez présidé la commission spéciale du Parlement européen sur l'ingérence étrangère. Vous nous en direz certainement quelques mots sur la manière dont on fabrique aujourd'hui la guerre et la paix à l'échelle européenne, ou dont on anticipe cette menace. Mais vous êtes également un intellectuel, un essayiste, auteur de La Grande Confrontation, Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties, Notre France, dire et aimer ce que nous sommes. Vous n'avez cessé d'alerter l'Europe contre les menées de Vladimir Poutine, hier en Géorgie, aujourd'hui en Ukraine, de défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme pour les Ouïghours en Chine, et de dénoncer la tentation du pacifisme qui creuse la défaite morale et politique des démocraties. Au lendemain des élections de Trump, vous craignez, vous l'avez dit pas plus tard que hier, je crois, sur les ondes de France Inter, que l'Europe soit la Tchécoslovaquie de demain, la Tchécoslovaquie des années 30. Michael Fossel, vous êtes philosophe, spécialiste, très très bon connaisseur et lecteur de la pensée d'Emmanuel Kant, peut-être aujourd'hui celui qui parvient à donner une actualité à cette pensée et à la faire connaître. Agrégé et docteur en philosophie, vous avez travaillé aux côtés de Paul Ricoeur, vous êtes aujourd'hui professeur à l'école polytechnique, vous êtes un penseur de la démocratie et du cosmopolitisme. Vous avez publié La privatisation de l'intime, Après la fin du monde, un magnifique livre sur la critique de la raison apocalyptique, mais aussi Quartier rouge, Le plaisir et la gauche, et tout récemment, L'étrange victoire de l'extrême droite, publié au Seuil, un excellent livre sur la confusion aujourd'hui du champ et des valeurs politiques. Je vous propose que cette discussion entre vous prenne 3 temps. Dans un premier temps, je vais demander au grand professeur qui est Michael Fossel de nous faire une petite leçon pour nous expliquer c'est quoi cet idéal de la paix, cet idéal kantien de la paix, comment il se définit, qu'en retenir, en quoi il se distingue du pacifisme. Et je demanderai aux politiques de réagir, de savoir si c'est avec cet idéal-là qui se coltine aujourd'hui avec la fabrique de la paix. Dans un deuxième temps, nous traverserons, je dirais, les espaces aujourd'hui où l'articulation de l'exigence de paix et de la considération des rapports de force et de la guerre se noue en Ukraine, au Proche-Orient et dans les rapports de l'Europe, sans doute avec les États-Unis au lendemain de la victoire de Donald Trump. Mais place d'abord ici à ces rencontres à la philosophie et à Emmanuel Kant avec son idée, son veto, il ne doit pas y avoir de guerre. Merci beaucoup. Je vais essayer de parler au nom de Kant. Bonjour à tous et à toutes. Peut-être en préambule, puisque la notion qui nous réunit aujourd'hui, c'est la notion de paix. Je trouve que c'est assez symptomatique que l'on parle d'abord de la guerre, et c'est une des choses qui en philosophie est importante sur cette question, c'est qu'il y a beaucoup plus, et la citation que vous avez donnée de Machiavel va dans ce sens, beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'écrits, beaucoup plus de réflexions, et a fortiori d'ailleurs de récits de guerre que de paix, parce que la paix, c'est quelque chose qui est désiré, qui est désirable, mais sur quoi au fond il n'y a pas grand-chose à dire, de la même manière que Claude Bernard disait la santé c'est le silence des organes, la paix c'est le silence des armes, et sur le silence par définition il n'y a pas de mots à poser. La guerre en revanche est un thème qui est traversé dans l'histoire de la philosophie beaucoup plus densément, parce que la guerre c'est un événement, c'est une série d'événements, il y a une narration, il y a des victoires et des défaites, et donc au fond on pourrait dire la paix c'est un idéal accessible ou inaccessible, mais silencieux, sur lequel il est difficile de porter un discours, tandis que la guerre, c'est à la fois terrible et passionnant, d'une certaine manière. Et donc, évidemment, quand on défend, comme je vais le faire ici, la position non pas pacifiste, mais la position de Kant, qui est justement le philosophe qui va affirmer que la paix n'est pas seulement, je dirais, le silence des armes, mais c'est l'exigence même de toute politique. On est dans une solution, une difficulté qui est qu'on a toute l'histoire contre nous, d'une certaine manière. Et on a et même cette idée du réalisme. Et la Machiavel, dans la citation qui a été donnée par Martin Legros, c'est celui qui représente, celui qui comprend que le sérieux de la politique, c'est le moment où les armes prennent la parole. Alors, pour le faire vite, l'apport de Kant sur la question de la paix, c'est qu'il va politiser. Donc Kant, c'est le siècle des Lumières, c'est le XVIIIe siècle, c'est-à-dire un idéal, je dirais, à la fois démocratique, républicain et à terme pacifiste. C'est celui qui va affirmer,
que la paix, ce n'est pas simplement une question intérieure, c'est aussi un point important à noter, c'est que les philosophes, traditionnellement, en particulier dans la philosophie antique, ont envisagé la paix du point de vue de la morale, hein, c'est-à-dire la paix, c'est d'abord la paix de l'âme, la paix intérieure, c'est l'idéal d'une vie sereine, d'une vie dans une sorte de sécurité, avec cette idée que les grandes guerres que nous les menons avec nous-mêmes, d'une certaine manière. Alors, la guerre entre l'âme qui recherche la connaissance et la partie de notre corps qui recherche le désir. Donc cette idée qui n'est pas seulement présente, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, dans le djihad, l'idée que c'est d'abord une guerre intérieure, elle est une idée déjà profondément occidentale. Les plus grandes victoires, c'est celles que nous remportons sur nous-mêmes. Mais évidemment, Kant, pour des raisons que je ne vais pas développer, mais Kant arrive au XVIIIe siècle, donc, au terme, mais encore très marqué par les guerres de religion qui ont traversé l'Europe, qui sont d'une certaine manière, et pas d'une certaine manière, qui sont les premières guerres de masse, qui ont lieu en Europe, qui coûteront la vie à plusieurs millions de personnes et qui auront un terme en 1648 avec les traités de Westphalie. Et donc va se poser la question, à partir de la fin donc, du XVIIe, début du XVIIIe, de savoir comment instituer la paix. Comment faire en sorte que cette paix qui a été arrachée au terme, la paix donc de Westphalie, au terme de guerres fratricides, intra-européennes, on y reviendra peut-être à propos de l'Ukraine tout à l'heure, comment éviter que cette guerre ne se prolonge ou ne se survive sous la forme de guerre entre les États qui prennent leur naissance, enfin les États modernes qui prennent leur naissance justement après les traités de Westphalie. Et donc la thèse de Kant, c'est de dire la paix, ce n'est pas simplement un idéal moral, ce n'est pas non plus un idéal seulement religieux, hein, cette idée aussi qu'on doit, c'est la rupture avec l'idée de croisade, c'est-à-dire cette idée qu'on va faire la guerre ici, dans ce monde, pour obtenir une paix éternelle, cette espèce de rhétorique religieuse qui était très prégnante encore au moment des guerres de religion, au fond, cette idée que les guerres qu'on mène sur ce sol et ici et maintenant ne sont que, d'une certaine manière, le moyen d'arracher une paix pour plus tard. Et donc, Kant, lui, va affirmer que la paix, c'est un idéal politique, ça doit être institué. Il va d'ailleurs inventer le droit cosmopolitique, le droit des citoyens du monde, peut-être on y reviendra, ça me paraît être d'actualité, en affirmant que la guerre est ce qu'il faut éviter par tous les moyens, non pas pour des raisons morales, pas seulement parce que la guerre, ça fait des morts, ou parce que la guerre, c'est cruel, parce que la guerre, c'est violent, mais parce que la guerre, c'est le contraire du droit. Et là, on a un bon exemple avec les guerres d'agression que Poutine mène, c'est-à-dire que la guerre, c'est une relation avec les autres, entre États, mais aussi entre individus, ici soldats. Et comme le droit, c'est une relation qui cherche, au fond, à imposer un rapport de force. Simplement, le droit est fondé sur la liberté, c'est l'idée que les rapports que j'entretiens avec les autres ou que les États entretiennent avec les autres États doivent être fondés sur la non-violence, sur le recours au tribunal plutôt que justement au duel. C'est le tribunal qui doit se substituer à la bataille d'une certaine manière. Donc au fond, Kant dit la guerre et le droit, ce sont deux problèmes similaires. Il s'agit de savoir qui va gagner, qui va l'emporter. Quand il y a un recours au droit, c'est aussi avec un procès qu'on s'adresse à un tiers pour décider qui va gagner. Simplement, le droit est supérieur à la guerre, évidemment, puisqu'il n'est pas fondé sur la victoire simplement du plus fort. Et donc, je ne vais pas faire une leçon trop longue, mais Kant dit qu'il y a trois conditions pour qu'on institue la paix. Il ne faut pas oublier non plus qu'il écrit un petit texte qui s'appelle « Vers la paix perpétuelle » en 1795. Donc on est en pleine guerre intra-européenne suite à la Révolution française. Et lui est plutôt, Kant, bien que allemand ou prussien, il est plutôt du côté de la Révolution française, puisqu'il dit qu'il y a trois conditions. La première, c'est qu'il faut instaurer partout ce qu'il appelle des républiques, c'est-à-dire qu'il faut instaurer partout la souveraineté du peuple. Pourquoi ? Martin, tu l'as noté dans ton introduction, c'est vrai que historiquement, alors l'argument de Kant, c'est de dire si on demande au peuple, c'est-à-dire à celui qui doit faire la guerre, puisqu'on est à un moment où on est dans des levées de masse, c'est la première fois dans l'histoire où les civils sont mâles, en tout cas sont convoqués pour devenir soldats. Si on demande au peuple, c'est-à-dire à ceux qui vont devoir exposer leur vie, s'ils veulent ou non faire la guerre, il y a moins de chances que si c'est un despote ou un prince qui décide tout seul. Et de fait, historiquement, il est rare, ça n'est pas impossible, mais il est rare que des démocraties se soient faites la guerre entre eux. Il y a eu évidemment des guerres entre démocratie et régime
autoritaires, il y en a toujours actuellement d'ailleurs, mais de démocratie, il est plus rare, ça n'est pas inexistant qu'elle se fasse la guerre. Deuxième exigence, ça c'est pour le droit donc public interne, c'est pour le droit interne aux États, il faut des républiques partout. Deuxième exigence, au niveau du droit international, dit Kant, il faut fonder quelque chose comme une société des nations. Et ça inspirera beaucoup plus tard Wilson en 1918 avec ses 14 points pour résoudre, qui malheureusement seront ignorés, pour résoudre les guerres futures. C'est-à-dire, il faut que les États, au fond, ne restent pas les uns vis-à-vis des autres sans avoir au-dessus d'eux une instance qui puisse décider qui a le droit. Par exemple, territorialement, là aussi ça donne ou ça rentre en écho avec ce dont on discutera plus tard, l'Ukraine, qui a le droit à tel ou tel territoire. Donc faire une société des nations, c'est mettre au-dessus des États une instance, et là il n'y a pas d'autre instance que l'ensemble des autres nations, quelque chose comme l'ONU, qui permettent de départager, mais de manière pacifique, les conflits entre les nations. Donc Kant, c'est le premier aussi, ce qui est un point important, à considérer que ce qui est la cause fondamentale des guerres entre États, c'est une promotion unilatérale du concept de souveraineté. Si les États sont absolument souverains, s'il n'y a rien au-dessus des États, s'ils sont ceux qui décident en dernière instance, alors la guerre est à l'horizon. Il faut donc trouver, évidemment là Kant n'a pas de solution magique et nous n'avons pas 3 siècles plus tard trouvé le moyen d'y répondre, trouver une sorte de tribunal interétatique qui permettent de régler aussi pacifiquement possible les conflits territoriaux. Et troisième exigence, qui est peut-être celle qui est aussi d'actualité, c'est que Kant appelle, troisième niveau de droit, ce qu'il appelle justement le droit cosmopolitique, le droit des citoyens du monde. Et là, il envisage, puisqu'il écrit donc à la fin du XVIIIe siècle, au moment où l'Europe commence à coloniser, en l'occurrence le Japon et la Chine, il se pose la question de savoir quels sont les droits des individus comme individus, hein, c'est-à-dire les droits des étrangers, en vérité. Est-ce que, comment les États doivent-ils traiter ceux qui, citoyens du monde, se retrouvent dans un État qui n'est pas le leur, qui sont donc apatrides, en un sens, et faut-il les considérer comme de simples étrangers ou comme des citoyens du monde? Et pour pacifier totalement les relations entre les individus, il considère qu'il faut aussi conférer aux êtres humains en tant qu'humains, en tant qu'appartenant au monde, en tant que vivant sur cette planète, des droits, et donc il y a toute une série, là je ne vais pas rentrer dans le détail, de droits acquis par le simple fait d'être là. Et il y a une très belle formule de Kant qui définit ce droit des citoyens du monde, il dit c'est le droit à la promiscuité. Parce que je m'arrête là, l'argument fondamental de Kant sur la guerre, ou sur les raisons pour lesquelles la guerre ne peut pas être l'horizon de la politique. C'est un argument un peu étrange en apparence, c'est que la Terre est ronde, elle est finie, elle est limitée, elle est sphérique, et que par conséquent, même si les êtres humains cherchent à s'éviter, la guerre c'est toujours le modèle de la rencontre violente, même s'ils cherchent au fond à se séparer les uns des autres, nous sommes condamnés, dit Kant, à entretenir avec les autres des relations, puisque la Terre étant ronde, de toute façon, nous aurons beau fuir sur d'autres territoires, chercher d'autres paysages pour ne pas chercher le conflit, nous sommes condamnés à la promiscuité, à la rencontre avec les autres. Et par conséquent, comme nous sommes, c'est un fait de nature, nous n'avons pas choisi de vivre sur une Terre finie. Certains, comme Elon Musk, puisqu'on parlait de Trump, envisagent déjà de reproduire sur Mars toutes les horreurs que nous aurons réalisées sur la Terre. Mais il explique que comme nous sommes condamnés à vivre les uns à côté des autres, eh bien nous sommes aussi dans le devoir d'organiser cette relation de manière pacifique et juridique, et donc de conférer aux citoyens du monde que nous sommes un certain nombre de droits, à commencer par celui d'être considérés comme des personnes morales et pas simplement comme des moyens. Merci de cette clarification donc, très claire. Vous l'avez dit, hein, c'est un bon prof. Mais je voudrais, avant qu'on aborde les théâtres où cette exigence de la paix se décline aujourd'hui, difficilement, je voudrais demander à l'intellectuel avant le politique, est-ce qu'il partage cette valeur morale, cet impératif moral de la paix, à titre moral, avant de voir comment est-ce que, ça ne doit pas être facile à appliquer certainement, mais est-ce que vous,
Raphaël Glucksmann penche plutôt du côté de Kant que de Machiavel. Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Et je ne veux pas choisir entre Kant et Machiavel. Pas simplement sur cette question-là. Je pense que Machiavel, qu'on présente ordinairement comme un cynique, est en réalité l'un des plus grands penseurs républicains, l'un des plus grands penseurs de la démocratie et même l'un des précurseurs de la critique sociale du capitalisme. Je pense que Machiavel a été dépeint comme l'antéchrist absolu dans toute l'Europe, et qu'en réalité, c'est sans doute le penseur du politique qui est le plus démocratique dans son approche. Alors, pour répondre à votre question, sur l'idéal, et Machiavel, de toute façon, fixe jamais le moindre idéal à quoi que ce soit. Réalité effective. C'est la réalité effective, mais ce qui lui permet aussi de développer une pensée républicaine qui, finalement, à la fin, ne sera pas très éloignée de celle de Kant, en réalité. Sur l'idéal, oui, c'est l'idéal, mais c'est l'idée directrice, c'est-à-dire que la paix, telle que la théorise Kant, c'est ce vers quoi on doit tendre. C'est l'horizon de déploiement de politiques qui, elles, par contre, peuvent impliquer la guerre. Et dans les conditions que pose Kant, et que tu as parfaitement énumérées, les deux premières conditions, elles sont potentiellement contradictoires. Parce qu'en réalité, quand on dit il est l'anticipation de l'ONU, donc un tribunal au-dessus des nations qui permettrait de garantir le primat du droit international et le maintien de la paix. Mais la deuxième condition, c'est qu'il y ait partout des républiques. Le problème de l'ONU aujourd'hui, c'est que vous prenez la Commission des droits de l'homme de l'ONU est dirigée par une théocratie, par une dictature, par tout ce qu'on veut, que la majorité des pays membres de l'ONU sont eux-mêmes en train de violer le droit au moment où ils statuent, et que donc la force de l'horizon kantien, c'est qu'il nous pose des questions politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équivalence entre tous les États chez Kant. Les républiques, et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est très puissant, parce qu'en fait, Kant, il écrit au moment où la terreur a lieu. Et on lui pose la question en permanence, vous qui êtes la grande voix des Lumières en Allemagne, est-ce que vous condamnez la Révolution française? Et tout le monde veut qu'il condamne la Révolution française. Et Kant refuse de condamner la Révolution française. Il n'est pas du tout pour la terreur, mais il refuse de condamner la Révolution française pour une raison simple. Parce que tout autour de lui, on lui explique, et on explique au peuple européen, que les Français n'étaient pas prêts pour la liberté, que c'est pour ça qu'il y a eu la terreur. Et Kant a écrit cette phrase absolument magistrale, qui est qu'on ne peut mûrir pour la liberté qu'à la condition préalable d'être placé dans cette liberté. Et donc, Kant, c'est le penseur de la République. Et donc, le problème qui se pose à nous, c'est quand la République, la défense de l'idée républicaine, mais qui est une idée donc d'attachement au droit, d'attachement aux droits humains, aux droits du citoyen, au droit international, quand cette République est attaquée par un acteur anti-républicain. Et à partir de ce moment-là, la quête de paix suppose l'acceptation des moyens de la guerre pour résister à cette offensive. Et je crois qu'on est dans cette tension entre l'idéal et la nécessité des moyens qui doivent être mis à disposition de cet idéal. Et donc, on se retrouve, parce que le monde est imparfait et parce que l'histoire humaine est ainsi faite, en permanence, parce qu'on est habité par l'idéal kantien, en permanence dans une situation de conflictualité. Et cette situation de conflictualité, il faut l'assumer. Parce que sinon, ce n'est pas la paix qui gagne, c'est en réalité le cimetière des tyrans. Et c'est une chose très différente, la paix kantienne et le cimetière des tyrans. Il y a Montesquieu qui dit, quand vous entrez dans une république et que le silence règne et que tout le monde semble heureux, vous n'êtes pas dans une république, vous êtes dans un cimetière. Et donc, pour éviter la paix des cimetières et tendre vers la paix kantienne, il y a un moment humain qu'on n'a jamais réussi à dépasser, qui est celui de
la conflictualité. Alors, tout l'enjeu, ensuite, c'est pour les démocrates de ne pas faire la guerre comme les tyrans, de respecter le droit, d'avoir des limites dans leur action. Et on est dans un moment qui est extrêmement intéressant, et ce n'est pas du tout que je veuille vous voler votre travail et faire des transitions, mais on est dans un moment extrêmement intéressant, parce qu'il y a 20 ans, la question que l'Occident se posait de manière générale, c'est avons-nous le droit de faire des guerres à l'autre bout de la planète pour exporter notre modèle? C'était ce moment de la démesure, de l'hubris occidentale et en particulier américaine, mais occidentale en général. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est dans une situation complètement inverse. La question qui nous est posée, c'est comment faire pour ne pas importer des modèles autoritaires chez nous. On a 11 000 soldats nord-coréens qui sont arrivés sur le sol européen pour faire la guerre au service de la Russie de Poutine. Et en 20 ans, on est passé de la question... en gros, je pense que le va-et-vient dans notre civilisation, c'est en permanence entre Mycène, qui est l'hubris, la démesure, la conquête du monde, la certitude qu'on peut coloniser la Terre entière et que finalement, il n'y a pas d'extériorité à notre universalité. Ça, c'est le moment, on peut dire, Bush, quoi, en gros. Et le moment de Thèbes, tout vient de la Grèce, le moment de Thèbes, où en fait, le monde extérieur est tellement hostile qu'on ne songe qu'à ériger des murs pour protéger ce qui nous reste. Et là, on est dans un moment qui est plus un moment défensif. Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est sommes-nous prêts, sommes-nous capables d'assumer la conflictualité pour pouvoir préserver un espace républicain en Europe? C'est ça la question majeure, et qui va être impactée par l'élection de Trump, qui va être impactée par l'élection un peu partout de forces d'extrême droite qui sont au service des tyrannies qui attaquent cet espace républicain. Et donc, sommes-nous, nous, capables, tout en gardant en tête l'idéal kantien, d'assumer les moyens dont parle Machiavel? Merci. Alors, justement, Michael Fossel, je voudrais vous interroger. Ouais. C'est intéressant parce que Raphaël Glucksmann dit, bon, c'est très beau l'échiquier que construit Kant avec les républiques, le tribunal international, le droit de disposer, de circuler sur la surface de la Terre, mais ce n'est pas avec cet échiquier-là que le monde réel est construit, ce n'est pas avec ces acteurs-là que le monde est construit. Il y a il y a des dictatures, il n'y a pas que des républiques, il y a des guerres d'agression, il n'y a pas de tribunal. Ce tribunal est en proie à une série de conflits. Donc, ce n'est pas avec ce jeu-là qu'on joue. Et donc, c'est ça que je retiens, le plus troublant, l'exigence, l'impératif moral de paix qui devait, avec ce jeu d'échecs-là, pouvoir être affirmé, se retourne en son contraire et devient une sorte de pacifisme ou de refus de se coltiner avec l'agresseur, puisqu'on va dire oui, il y a un tribunal, laissons ça à un tribunal, laissons ça au droit, et en attendant, les agresseurs prospèrent. Donc l'objection, je dirais, elle est intellectuelle autant que historique ou factuelle. Est-ce que ce n'est pas le mauvais échiquier avec lequel Kant définit le jeu géopolitique? Alors, quand il écrit, donc c'est à la fin du XVIIIe siècle, il a déjà un mauvais échiquier, puisque de ce propre point de vue, il n'y a, comme il est républicain, il n'y a qu'une république, c'est la France, et lui appartient à un État coalisé, les monarchies coalisées, qui précisément, donc la Prusse et l'Autriche, ont attaqué la France. Alors, il faut noter, bon, je ne vais pas faire l'avocat de Kant, il n'a pas besoin de moi, mais il reconnaît un droit de résistance, hein, c'est-à-dire que la guerre qu'il condamne le plus expressément, c'est la guerre d'agression, c'est-à-dire dans les coordonnées historiques qui sont les siennes, celles que la Prusse et l'Autriche ont faites à la France pour lui imposer justement
une constitution monarchique que son peuple, dont son peuple français s'était libéré. Et dans nos coordonnées actuelles, bon, je ne peux pas parler à la place de Kant, mais la guerre d'agression, évidemment, de Poutine, il faut noter d'ailleurs, enfin, il la condamnerait, il faut noter d'ailleurs, c'est un point peut-être intéressant, même s'il apparaît anecdotique, que Kant est né et a vécu toute sa vie d'ailleurs à Königsberg, aujourd'hui Kaliningrad, et Königsberg appartient aujourd'hui, donc à l'époque appartenait à la Prusse, mais était déjà en guerre permanente avec la Russie. Et au point d'ailleurs que Kant jouait au billard, c'est comme ça qu'il gagnait sa vie comme étudiant, avec des soldats russes. Bon, il collaborait un peu, je le crains de ce point de vue-là, mais c'était comme étudiant, il était obligé de payer ses études. Donc il avait aussi cette expérience, disons, de la conflictualité entre l'Est, disons, et l'Ouest, ou l'Ouest de l'Est. Et au moment puisque Kant avait 300 ans l'année dernière, il y a eu une controverse entre Poutine et Scholz, le chancelier allemand, sur lequel avait le plus de mérite ou de droit à se revendiquer de Kant. Alors je lis tout de suite, il est clair que Poutine n'a aucune légitimité à se revendiquer de Kant. Je ne me prononce pas là sur Kaliningrad et Königsberg, mais il est clair que la guerre d'agression est une guerre qui est le prototype même de la violation du droit et pas seulement de celle des frontières. Alors après, pour dire peut-être encore un mot de Kant, et ce n'est pas un pacifiste bêlant, pas du tout, parce que la formule que Raphaël a citée, qui est chez Montesquieu, elle est aussi chez Kant, la paix des cimetières. C'est-à-dire qu'effectivement, je disais tout à l'heure, la paix, le problème, c'est qu'on n'a pas grand-chose à en dire. Et d'une certaine manière, la paix pour la paix se rapproche assez de la mort, hein, d'où d'ailleurs la formule la paix éternelle. Hein, c'est celle qui, précisément, ne sera plus jamais entravée par aucun événement. Et donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un idéal que l'on peut forcément se souhaiter. Et Kant, quand il parle de la paix des cimetières, il veut dire la paix que nous ne voulons pas et qui n'est pas légitime, c'est celle qui s'édifie sur le cimetière de la liberté, hein, sur le cimetière du droit, effectivement. Donc, comme c'est le droit qui doit instaurer la paix, toute paix fondée sur la négation du droit est illégitime. Et ce à quoi il pense, là, concrètement, à son époque, c'est précisément le droit qu'avait la République française, naissante, hein, 1795, de se défendre contre la volonté des monarchies coalisées de lui instaurer un régime monarchique, ce qu'elle finira par faire d'ailleurs. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'il peut aussi nous éclairer sur ce que Raphaël disait, c'est-à-dire que la guerre que Poutine mène en Ukraine, c'est une guerre, moi j'aime pas du tout, on y reviendra peut-être sur cette formule, la formule guerre de civilisation, mais c'est une guerre politique impérialiste, c'est-à-dire qui ne vise pas simplement à récupérer un territoire qu'il considère à tort comme relevant de sa souveraineté, mais c'est aussi une guerre qui est menée plus généralement sur les institutions, et une guerre qu'il mène d'ailleurs, tout le monde le sait, de manière informelle ou de manière informatisée, virtuelle, une guerre contre les institutions de la démocratie. Donc cette idée que l'on peut par la force, et qu'on est légitimé par la force à instaurer des institutions qu'un peuple ne veut pas, qui n'a pas choisi librement de se donner, d'une certaine manière, c'est la guerre la plus non seulement immorale, mais anti-juridique qui soit possible. C'est une sorte d'impérialisme de la dictature, d'une certaine manière. Alors merci. Donc maintenant qu'on a un petit peu clarifié que Machiavel n'est pas machiavélien et que Kant n'est pas kantien, vous l'avez bien compris, rentrons un peu dans le dur des théâtres où cette articulation entre la morale et la politique se monnaie. Vous avez alerté, pas plus tard qu'hier, Raphaël Glucksmann, sur le fait que l'élection de Donald Trump, avec son annonce qu'il allait se retirer en partie de l'OTAN, ne plus payer pour la sécurité européenne, mais aussi plus concrètement, sans doute dès janvier, vouloir conclure avec Poutine une Pax Ukrainia. Vous avez dit, là, l'Europe, nous sommes peut-être en train de devenir la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire nous sommes en train de perdre les coordonnées de notre destin. Est-ce que vous pouviez clarifier cela? Et justement, par rapport à notre... j'ai été frappé par votre idée d'un renversement. C'est plus nous qui exportons notre modèle, c'est les modèles des autocraties qui viennent vers nous. Qu'est-ce qu'on fait si on est la Tchécoslovaquie? On appelle qui à l'aide? C'était tout le problème de la Tchécoslovaquie, et ça va être notre problème. C'est qui on appelle à l'aide. Eh bien, en fait,
la Tchécoslovaquie n'y était pour rien. Nous y sommes pour quelque chose. La Tchécoslovaquie appelait à l'aide la France et l'Angleterre. Nous devons nous appeler nous-mêmes à l'aide parce que nous avons les moyens d'être autre chose qu'une proie. La comparaison avec la Tchécoslovaquie, c'est le fait que les représentants de la Tchécoslovaquie à Munich en 1938, je suis très contre les analogies historiques d'habitude, mais les représentants de la Tchécoslovaquie étaient dans les corridors pendant que les grands discutaient de l'avenir et de l'existence, et donc de la mise à mort de la Tchécoslovaquie. Et ils n'étaient pas à la table des négociations. Ce qui risque d'arriver à l'Union européenne, au continent européen, c'est que l'ouverture d'une discussion, pas simplement sur l'Ukraine, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les objectifs russes, tels qu'énoncés dans la doctrine stratégique russe, tels qu'énoncés au moment où Poutine amassait ses troupes autour de l'Ukraine, les objectifs russes ne concernent pas simplement l'Ukraine. C'est aussi l'architecture de sécurité en Europe. La répartition des missiles, c'est notre architecture de sécurité qui va être discutée entre États-Unis et Russie. Or, il est proprement inconcevable pour une cité, et l'Europe est une cité, que deux cités décident de la manière dont elle organise sa sécurité. Et le risque, c'est d'être dans le corridor pendant que Trump et Poutine discutent de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir éviter. Pourquoi on se retrouve dans cette situation ? Parce que les Européens les dirigeants européens ayant mal lu Kant, pas lu Kant ou mal lu Kant, ils ont cru que cette idée directrice était en fait un constat de l'état du monde. Et ils ont construit leur rapport au monde dans l'illusion de la paix perpétuelle. Qu'est-ce qui permettait cette illusion de la paix perpétuelle ? C'était le parapluie américain et une forme de vassalisation qui allait avec la sécurité. On a, en 1945, dans la suite de la pire guerre de l'histoire européenne, conclu une forme de pacte avec la puissance américaine qui était « nous acceptons en quelque sorte de nous auto-vassaliser en échange d'une garantie de sécurité permanente ». Ça a bénéficié aux sociétés européennes. C'est-à-dire que pendant des décennies, il y a eu effectivement la paix, la stabilité. À part la France et ses aventures coloniales, les autres pays d'Europe occidentale étaient relativement en paix, en sécurité. L'ensemble du continent a pu connaître une forme de liberté, de sécurité à partir de la chute du mur de Berlin. Et on a vécu dans l'illusion que ce parapluie serait éternel et finalement nous permettait de ne pas nous poser les questions les plus tragiques de la politique, c'est-à-dire les questions de paix et de guerre. Le problème qu'on a, c'est que le parapluie risque de se refermer et que nous n'avons absolument pas préparé ce moment. Le parapluie risque de se refermer et on pourrait se dire, en réalité, on va apprendre à être réellement libre, puisque une cité qui délègue ses fonctions de souveraineté et de sécurité n'est pas réellement libre. Le problème, c'est que comme on n'a rien préparé, ça arrive au pire moment possible. Depuis 2 ans et demi, il y a une guerre qui est menée, qui n'est pas simplement, et tu l'as mentionné là, qui n'est pas simplement une guerre en Ukraine, qui est une guerre beaucoup plus générale et qui vise nos démocraties. Et cette guerre, elle n'a pas commencé le 24 février 2022, elle a commencé bien avant. Et elle brouille l'ensemble des catégories classiques entre paix et guerre. Et c'est ce que je voulais dire, parce que quand j'ai vu le thème, on fait comme s'il y avait une distinction très nette entre état de paix et état de guerre. Les actions de la Russie de Poutine, visant nos nations, comment les qualifier ? Moi, j'ai présidé la commission du Parlement, vous l'avez mentionné, la commission du Parlement européen sur les ingérences étrangères. Quand
les hackers russes attaquent l'hôpital de Corbeil-Essonnes, empêchant les médecins à côté de Paris, empêchant les médecins français d'accéder aux dossiers médicaux des patients français. Comment on qualifie un tel acte? Quand, en Espagne, les trolls organisés par Prigogine et l'Internet Research Agency font monter dans le même mouvement à la fois les ultranationalistes de Vox et la partie la plus radicaliste des indépendantistes catalans, c'est-à-dire les deux pôles les plus opposés de la scène politique espagnole, pour pouvoir créer le chaos. Comment on qualifie ces actes? Comment on qualifie les assassinats d'opposants, de dissidents sur notre territoire? Comment on qualifie les attaques contre notre base industrielle de défense ou nos bateaux ou nos sous-marins? Et la nature hybride de la guerre qui est menée contre nos démocraties fait que, les catégories traditionnelles étant brouillées, on rentre dans un moment de conflictualité généralisée qui est extrêmement dangereux et extrêmement dangereux pour le droit. Parce que comment vous réagissez à de telles actions? Vous n'allez pas faire la même chose à l'inverse. Vous n'allez pas non plus déclencher la guerre de manière frontale, mais vous êtes obligé de garantir votre propre sécurité et de faire respecter votre souveraineté. Et depuis 2 ans et demi que le front militaire est ouvert de manière très claire et très radicale, qu'avons-nous fait? Et c'est vraiment la question. Qu'avons-nous fait? Nous avons, bien sûr, aidé l'Ukraine. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, la France, qui est la principale industrie d'armement en Europe, livre en valeur absolue, pas en rapport avec notre PIB, livre 2 fois moins d'équipements militaires que le seul Danemark, qui a un PIB infiniment inférieur. L'Europe tout entière livre 5 fois moins de munitions à l'Ukraine que la seule Corée du Nord livre de munitions à la Russie, pour un PIB 655 fois inférieur. En réalité, depuis 2 ans et demi, nous n'avons pas pris la mesure du péril. Et encore une fois, je pense que secrètement, nos dirigeants espéraient que les Américains règlent le problème, comme si ce deal allait nous suivre tout au long de notre vie. Or, ce n'est pas Trump qui est une parenthèse, c'est Biden qui était la parenthèse. Les États-Unis d'Amérique, de toute façon, vont se retirer progressivement du théâtre européen. Et donc, à nouveau, ce qui n'a pas été le cas pendant 80 ans, à nouveau, les Européens, les Français, les Allemands, les Européens en général, vont devoir se poser la question de la paix et de la guerre. Et c'est un changement dont on n'a pas idée. Ça modifie tout. Et je pense, et je vais finir parce que là je commence à être long, désolé, et je pense, en citant un poète allemand contemporain de Kant, un peu plus jeune, Hölderlin, qui écrit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Je pense que cette situation de péril absolu va peut-être aussi nous permettre de retrouver un rapport à la politique plus sérieux, un rapport au langage politique plus sérieux, faire en sorte que les mots de nos dirigeants soient lestés d'un poids plus grand. Et peut-être, in fine, ce rapport sérieux à la politique nous permettra-t-il de répondre à la crise profonde de nos démocraties. En tout cas, c'est mon espoir. Merci. Michael Fossel, peut-être avant d'aborder le deuxième théâtre tragique de guerre aujourd'hui au Proche-Orient, peut-être une réaction à ce que je vois comme à la fois un diagnostic historique très ample mais très sombre.
Ce que j'entends philosophiquement, c'est quand même que l'Europe a été bercée grâce à une protection factuelle dans l'ombre du frère américain. Elle a pu entretenir l'illusion qu'elle vivait dans un monde kantien. Et entre-temps, le monde a viré machiavélien. Il a viré à un monde qui n'est pas habité par des républiques bienveillantes, mais par des autocraties agressives. Et donc, comment est-ce que le logiciel, l'impératif kantien, il ne doit pas y avoir de guerre, n'est pas dans ce contexte-là, ne devient pas problématique? Est-ce qu'il ne faut pas basculer dans un logiciel où on définit des puissances, on définit des ambitions de puissance, des limites de sa puissance, mais on raisonne en termes de machiavélien plutôt qu'en termes kantiens? Alors, bon, je ne vais pas m'improviser géopoliticien là, mais il y a une chose sur laquelle Kant a eu tort, c'est qu'il a pensé que, c'est son moment machiavélien, il a pensé que ce qui permettrait, du point de vue du réel, cette fois-ci, pas du point de vue de l'idéal, d'éviter la guerre, c'était ce qu'on appelait à l'époque, au XVIIIe siècle, le doux commerce. C'est-à-dire qu'il considérait que, ou il croyait, il voulait croire, comme Montesquieu par exemple, que l'économie, au fond, les interconnexions commerciales entre les États allaient se substituer à la guerre. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un rapport entre le commerce et la guerre, ce sont des relations entre les hommes, et que le fait de faire du commerce pacifiquement permettrait aux hommes de ne plus s'entretuer et de gagner des batailles sur la sphère économique en les déplaçant de la sphère réelle. Bon. Alors ça, c'est aussi un des éléments de l'histoire du 19e déjà, et a fortiori d'ailleurs du 20e, et peut-être encore du 21e, de constater que, bien que ce ne soient pas les seules causes de guerre, les causes économiques, mais la prédation entre les États, la prédation territoriale. L'Ukraine, c'est, si je puis dire, historiquement, le lieu, on appelait ça la caverne d'Ali Baba en termes de matières premières, de blé, etc. C'est le lieu qui a été les terres de sang, comme le dit l'historien Snyder, qui a été au centre de la Première Guerre mondiale, au centre de la Deuxième. Et dont, alors là, j'essaie de répondre à votre question avec les moyens qui me sont donnés pas seulement par Kant, mais par ma raison, qui sont peut-être à l'origine de ce qui pourrait être la Troisième Guerre mondiale. Alors, ce qui me semble être évidemment un des éléments de sérieux, si je puis dire, c'est le moins qu'on puisse dire de la période actuelle, c'est qu'effectivement l'Union européenne s'est constituée à l'abri du parapluie américain, relativement un peu du parapluie français, c'est-à-dire en réalité du parapluie nucléaire. Et ce qui change fondamentalement les coordonnées de la guerre, enfin c'est une question en tout cas que je pose, dans quelle mesure ça change les coordonnées de la guerre, c'est simplement le fait que les puissances, et en l'occurrence ici les puissances qui sont investies dans cette guerre, la France par exemple, le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont effectivement tentés maintenant, enfin qui seront tentés par le retrait, et la Russie évidemment, sont des puissances nucléaires, c'est-à-dire comment repenser la conflictualité et la guerre à l'horizon, enfin plutôt sous la menace d'ailleurs, de la possibilité d'une éradication totale de ceux qui la pratiquent. Alors on voit évidemment que c'est l'argument de Poutine lui-même que de menacer d'appuyer sur le bouton à chaque fois que les Européens ou les Américains autrefois peut-être livrent des armes à l'Ukraine qui sont des armes qui ne seraient plus simplement défensives mais des armes offensives. Donc on ne peut pas se contenter, je dirais, d'accepter ce chantage à l'arme nucléaire. Il faut donc miser sur le fait que Poutine est un agent rationnel au sens premier du terme, pas raisonnable, mais rationnel, c'est-à-dire qu'il calculera le fait que l'usage de cette bombe lui serait d'abord fatal à lui, enfin en même temps qu'à nous d'ailleurs. Alors, la difficulté dans laquelle on se trouve, c'est, à mon avis, mais je n'ai pas de solution, je le dis tout de suite, c'est de faire une sorte de balance entre cette réalité qu'on ne peut pas ignorer, la possibilité d'une guerre qui soit une guerre finale, une guerre de destruction totale, et le fait que ça ne peut pas constituer un argument pour la capitulation. Donc de ce point de vue-là, c'est une différence avec 38 et Munich. Je voulais quand même ajouter au titre des analogies, puisque j'avais fait un petit livre sur l'année 38, fut un temps, en France, c'est qu'il y a un point commun, c'est que les plus ardents munichois
en France, c'était ceux qui se déclaraient déjà les super-nationalistes, hein, les super-patriotes, les amoureux de la France, bon. Et qui voulaient une France aux Français, bon. Mais ils voulaient une Tchécoslovaquie pour l'Allemagne. Et donc, il y a une analogie que je vous laisse découvrir et méditer, avec ceux qui aujourd'hui n'aiment que la France, mais qui sont néanmoins tout près déjà à envisager une négociation avec Poutine en bradant l'Ukraine de leur point de vue. Ce point est essentiel parce que au Parlement européen, en permanence, nous nous heurtons à un groupe qui s'est approprié, qui est celui du Rassemblement national, et qui s'est approprié le nom de patriotes. Ça s'appelle les patriotes. Dans ce groupe, il y a le Rassemblement national, il y a Orban, il y a Salvini, Orban le hongrois, Salvini l'italien. Et à chaque fois que nous poussons pour mettre en place des instruments de souveraineté, que ce soit sur la question d'ailleurs de la défense, mais aussi de l'industrie, de la défense de nos industries, de nos intérêts commerciaux sur le continent européen, à chaque fois nous nous heurtons à l'opposition de ces pseudo-patriotes qui ont en réalité cultivé des relations extrêmement profondes, financières, politiques, idéologiques, culturelles, avec des tyrannies, une en particulier, mais pas seulement la tyrannie de Vladimir Poutine, avec des tyrannies étrangères dont les intérêts et les actions sont profondément hostiles aux intérêts et aux principes de nos nations. Et que donc il va falloir qu'on leur récupère ce titre qu'ils se sont arrogés de manière complètement insupportable. Ce ne sont pas des patriotes, ce sont des idéologues qui ont une certaine vision de la France et qui, comme ceux qui étaient pour les accords de Munich en 1938, veulent et sont prêts à s'allier à des puissances étrangères à condition qu'elles partagent leur vision idéologique de ce que devraient être l'Europe et la France. Et donc, nous sommes, quand nous voulons défendre les intérêts et les principes qui structurent nos républiques, les véritables patriotes. Et eux, ce sont des idéologues en guerre contre nos principes et nos intérêts stratégiques. Le point que tu as fait sur le commerce est essentiel. Il y a eu quasiment comme une idéologie constitutive des politiques européennes, cette croyance kantienne, mais qui en fait est partagée par la quasi-totalité des penseurs des Lumières et des penseurs libéraux ensuite, cette croyance que si l'on commerce, on apaise. La Chine était la quintessence de ça, le rapport à la Chine. La certitude que plus on allait commercer avec la Chine, plus la Chine se démocratiserait, plus la Chine se transformerait en cité ressemblant à la nôtre. Et cette croyance a conduit à un fiasco absolu, c'est-à-dire que plus la Chine s'est ouverte au capitalisme, plus elle est devenue autoritaire. Elle est beaucoup plus autoritaire sous Xi Jinping que sous Hu Jintao, et à une faillite stratégique dans le cadre, par exemple, des relations entre l'Allemagne et la Russie, où quand on discutait avec les dirigeants allemands, ils nous expliquaient, mais noir sur blanc, Poutine ne peut pas mener d'action hostile à l'Europe, puisque regardez les montants de nos contrats gaziers. Et donc, comme nous avions, nous, une vision du monde et de nos propres démocraties complètement postmoderne et post-idéologique, nous assumions que la personne en face de nous avait, elle aussi, à chaque fois, une vision postmoderne et post-idéologique. Mais Vladimir Poutine est prêt à perdre de l'argent pour voir son idéologie triompher. Et donc, la personne qu'il y a en face du négociateur européen ou occidental en général n'est pas dans la croyance que le commerce est une fin en soi et que nécessairement il aboutira à la paix. Et quand vous êtes face à quelqu'un qui est prêt à perdre quelque chose, dans un rapport de force avec une force qui est prête à perdre quelque chose pour gagner sur le plan de l'idée ou sur le plan
rapport au monde, de la vision du monde, et que vous-même, vous êtes incapable de comprendre la force des idées, incapable de comprendre la force de l'idéologie, incapable de comprendre la force d'une vision du monde, vous avez déjà perdu le rapport de force. Et c'est ça notre problème. C'est finalement plus que l'erreur de lucidité que j'ai essayé de combattre pendant 20 ans sur ce qu'était réellement le régime de Poutine. Notre problème, c'est notre rapport à nous-mêmes. C'est notre rapport à nous-mêmes. Nous sommes des démocrates par habitude, par héritage. Or, en réalité, la démocratie est une construction politique, idéologique, historique, sociale. Et que si on ne la cultive pas, si on ne la défend pas, si on ne la nourrit pas, si on ne l'habite pas idéologiquement, elle s'effrite, elle s'effondre, ce n'est pas un fait naturel. Et je terminerai en citant, ce n'est pas toujours le cas, un philosophe ultranationaliste russe qui est à l'origine de la pensée de Poutine et cette vision qui s'appelle Douguine. Et Douguine, il écrit, les Occidentaux ont toujours pensé que les gens face à eux étaient des débiles. En réalité, il y a beaucoup de philosophes dans le poutinisme. De la même manière que le Parti communiste chinois n'est pas peuplé de gens arriérés. C'était cette phrase d'Obama toujours. Comment peut-on se comporter comme ça au XXIe siècle ? Mais si, mais enfin, c'est pas des gens des cavernes qu'on affronte, c'est des gens qui ont compris et pensé le monde. Peut-être beaucoup mieux que nous, sans doute. Et Douguine écrivait, au moment de la chute de l'URSS, au moment de la chute du mur de Berlin et de l'URSS, à un moment où l'Occident triomphait, Douguine a écrit « Nous vivons les premiers jours du déclin occidental ». Tout le monde l'a pris pour un fou furieux, ce qu'il était par ailleurs, mais ça n'empêche pas la lucidité. Et pourquoi nous dit Douguine ? Parce que désormais, les Occidentaux et les Européens vont être convaincus que leur système politique est aussi naturel que l'air qu'on respire. Et qu'à partir de ce jour, ils cesseront de se voir comme une force idéologique et entameront leur déclin intérieur. Et la vérité, c'est que nous avons cessé d'avoir un rapport politique à la démocratie, un rapport idéologique à la démocratie. Et qu'à partir de ce moment-là, nous avons laissé progressivement nos républiques s'effriter, se vider de leur substance, jusqu'au moment qu'on traverse aujourd'hui, c'est-à-dire de se réveiller dans un monde où la menace n'est pas simplement extérieure, elle est intérieure, et les gens votent pour Donald Trump. Ben oui, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 40 années, ces 30 années, de nos propres cités? C'est ça la question qui doit nous éviter. Merci. Alors, avant de vous laisser poser les questions, et je suis sûr qu'elles sont très nombreuses, je voudrais quand même qu'on aborde dans un dernier temps le deuxième grand théâtre de la guerre et de la paix aujourd'hui, au Proche-Orient, où il me semble que, je dirais, le déraillement ou l'articulation entre Machiavel et Kant s'opère, mais dans un tout autre sens. Le massacre du 7 octobre, inédit, traumatisant, effrayant, rompant avec les limites que s'étaient fixées jusqu'ici des adversaires pourtant décidés à user de tous les moyens, enclenche une nouvelle guerre d'Israël qui, traumatisée, au nom du droit tout de même à se défendre, au nom d'une république menacée dans son intégrité, dans son existence, enclenche une guerre, pour le coup, de puissance, de destruction de cet ennemi et du peuple qui est derrière cet ennemi, et de reconfiguration, en tout cas d'une ambition de reconfiguration de tout le Proche-Orient, hier à Gaza détruite, aujourd'hui au Liban, demain peut-être en Iran. Alors, est-ce que là, on n'est pas dans un déraillement justement du logiciel kantien ? Puisque
Kant et Machiavel ont peut-être tous les deux tort pour le coup, mais il me semble que je vois en Netanyahou un personnage très machiavélien qui a compris que la force, le droit n'avait pas beaucoup de valeur, mais que seule la force comptait. Et il me semble que les outils de la paix kantiens, le tribunal pénal international par exemple, le droit international, l'ONU, montrent qu'ils n'ont plus aucune effectivité dès lors que des puissances ne sont pas là pour assurer les décisions de cette Assemblée. Mais voilà, je voulais juste poser plus ou moins l'état des lieux qui est peut-être déjà trop partial, je ne sais pas, mais il me semble plus ou moins, et voir comment est-ce que le kantien, féru de rapports de force aussi, on l'a compris, et le machiavélien habité par... excusez-moi du schématisme, mais il faut quand même... voilà. Comment est-ce que vous abordiez ce déraillement de l'idéal de paix par rapport, débordé sans doute par la logique de la puissance? Ça va, puisque j'ai la bonne part avec Kant. Il y a une chose que Kant a pensé, mais il n'est pas le premier à l'avoir pensé, c'est pas seulement de dire que la guerre est contraire au droit, c'est que quand elle a lieu, existe quand même ce qu'on appelle le droit de la guerre, c'est-à-dire le droit qu'il faut appliquer dans la guerre et dans le conflit que nous évoquons. Évidemment, ça va de soi, dans le 7 octobre, il n'a pas été question d'une action qu'on pourrait qualifier, à mon sens, de guerre dans le sens formel du terme, puisque c'est des actions contre les civils. Évidemment, ça, c'est une dimension nouvelle de la guerre de masse, enfin nouvelle, je veux dire nouvelle du XXe siècle, où la distinction entre le soldat et le civil n'est plus faite, ne serait-ce que par le fait qu'on a conquis un troisième espace après la mer et la terre, un troisième espace de conflictualité qui est le ciel, et par conséquent la possibilité des bombardements. Donc là, on est aussi dans une des dimensions de la difficulté actuelle, c'est que le mot guerre est employé, je dirais, dans un sens très polysémique. On a même fait la guerre au virus en France, et on parle de guerre contre le terrorisme, ce qui, moi, déjà, à mon sens, pose problème. Alors, justement, parce que face à l'attaque terroriste du Hamas, la rhétorique de Netanyahou a été celle de la guerre totale contre le terrorisme, avec l'éradication du Hamas, qui en elle-même ne poserait pas problème, et qui, évidemment, a aussi entraîné des pertes civiles qu'à mon sens, on ne peut plus considérer depuis un certain temps, depuis longtemps, comme des dommages collatéraux dans cette guerre. Alors, dans ce que moi, du coup, j'ai du mal à appeler une guerre, mais plutôt une tendance, d'une riposte, avec une tendance, en tout cas chez Netanyahou et chez certains de ses ministres, à la vengeance pure et simple. Alors, pour dire un dernier mot de Kant là-dessus, l'idée qu'il y ait une justice transnationale et pas seulement internationale, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas aux États eux-mêmes le soin, surtout à l'ONU avec le Conseil de sécurité, dont on voit bien, y compris sur le conflit israélo-palestinien, qu'il y a systématiquement des vétos de part et d'autre pour empêcher des résolutions d'être adoptées. Une justice transnationale, ça veut dire un tribunal qui est au-dessus des États en droit, et qui peut donc juger des gouvernants, et y compris des gouvernants en exercice. Et donc c'est le statut du DPI et dans une certaine mesure de la Cour internationale de justice. Cette idée-là, qui est une idée qui au fond considère que la souveraineté d'un État, ou le fait que le souverain d'un État n'est pas au-dessus de la loi internationale, et en particulier au-dessus de la loi qui règle ou qui régit le droit de la guerre, est une idée, à mon avis, précieuse. Donc, concernant le conflit au Proche-Orient, je ne suis pas choqué pour ma part. Bon, et encore faut-il que l'enquête ait lieu et que le réquisitoire du procureur soit suivi d'une décision du juge, mais je ne suis pas choqué qu'un chef d'État soit, et ça vaut aussi évidemment de Poutine, qui lui a déjà été condamné, je crois, mais il ne reconnaît peut-être pas, enfin il ne reconnaît certainement pas d'ailleurs l'autorité du tribunal, mais on voit quand même que je vois comme un progrès le fait qu'on ne considère plus simplement
que ce genre de tribunaux internationaux ne soient là au fond que pour condamner des dictateurs du tiers-monde, hein, qui finalement sont considérés d'emblée un peu comme des barbares, mais que même pour des chefs d'État élus, mais qui se comportent d'une manière qui est, en tout cas c'est à la justice de l'établir, mais dont on peut présumer qu'elle est illégale, de ne pas se situer au-dessus des lois, car se situer au-dessus des lois, ici, c'est aussi très concrètement attenter à la dignité des hommes. Raphaël Glucksmann, qu'est-ce que vous répondez à l'objection de ceux qui disent, merci, oui, que dans le conflit proche, qu'il y a un deux poids deux mesures, c'est-à-dire que les Européens invoquent le langage du droit, le langage de l'intégrité, de la souveraineté des peuples, etc., en Europe, alors qu'au Proche-Orient, ils s'inclinent devant les menées et devant le non-respect du droit international. Et donc, ils en viennent, c'est une objection qui est non pas une critique, et pas seulement une critique de fait, c'est une critique de droit, ils en viennent à dire, en fait, votre droit international est le paravent de vos simples intérêts. Alors, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais continuer sur la question précédente, sur Kant, Machiavel et Netanyahou, ce qui est compliqué comme passage. En fait, l'attitude des Européens est du kantisme mal compris, mal digéré. C'est-à-dire qu'ils ont confondu l'idée directrice, les Européens, par rapport à la guerre et la paix, les dirigeants européens. Ils ont confondu l'idée directrice avec un constat de fait. Quand on dit on vise la paix, ça ne veut pas dire que la paix est là. Ça veut dire qu'il faut la construire, ça veut dire qu'il va peut-être falloir se battre pour y arriver. Netanyahou, c'est le Machiavel pour les imbéciles. C'est-à-dire, c'est la dérive opposée. Évidemment, Israël a le droit de se défendre le 7 octobre face à une attaque terroriste, et tous ceux qui ne sont pas capables de qualifier d'acte terroriste le 7 octobre ont vraiment un problème dans leur vision du monde. Mais ce que Netanyahou a fait, c'est faire de la guerre l'horizon de la politique. Parti pour des raisons personnelles d'ailleurs, parce que si la guerre s'arrête, sa carrière s'arrête avec la guerre, et peut-être qu'il sera confronté à des poursuites, mais aussi parce que depuis le début, il n'y a jamais eu une proposition politique de la part du gouvernement Netanyahou. Il n'y a jamais eu cette proposition qui est de dire « nous avons besoin d'aller à l'éradication du Hamas, et derrière, voilà ce qu'on propose. Qu'est-ce qu'on propose pour les Palestiniens? Qu'est-ce qu'on propose en relation avec le droit? Qu'est-ce qu'on propose sur la colonisation? Qu'est-ce qu'on propose? Rien. Le seul horizon est la guerre elle-même. » Et ce que ça veut dire, c'est que c'est la phrase de Machiavel, mais qui est complètement dévoyée, où le moyen que Machiavel essaye de légitimer devient la propre fin. Et le résultat de ça, c'est les ruines absolues de Gaza, les dizaines de milliers de morts, mais ensuite le Liban, et jusqu'où ça s'arrête? Jusqu'où ça va? Et quand ça s'arrête? Quand on a le ministre de la Défense qui a assumé, israélien, qui a assumé l'entièreté de la guerre depuis le début, qui démissionne et qui dit « mais là je ne comprends plus les buts de guerre », ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement Netanyahou et Netanyahou lui-même sont dans une logique où la guerre devient, c'est plus la paix perpétuelle, ça devient la guerre perpétuelle. Et là-dessus, et je vais venir aux deux poids deux mesures, là-dessus, précisément parce que les démocraties européennes sont des amis de l'État d'Israël, il fallait adopter une politique beaucoup plus ferme pour mettre fin à cet horizon de guerre permanent qui se traduisait par des milliers de morts civiles à Gaza et par l'extension infinie de la colonisation en Cisjordanie. Et on a des leviers, parce qu'on est le premier partenaire commercial d'Israël. On a un accord d'association, on a des leviers pour faire passer des messages. Et le problème, c'est que la faiblesse, l'attitude faible face à Netanyahou a permis à ceux qui, on va dire dans le sud global, mais au-delà de ça,
refusaient de condamner Poutine et d'œuvrer à la défaite de Poutine en Europe, ça leur a donné un argument qui est celui, évidemment, du deux poids, deux mesures. Cet argument, il est seulement partiellement valide. Je vais expliquer pourquoi. Il est valide parce que nous avons fait preuve de faiblesse face à Netanyahou. Il est seulement partiellement valide parce qu'il est normal que les démocraties européennes, que les nations européennes soient plus actives sur une guerre qui est menée sur le sol européen et qui les vise directement que sur un conflit qui n'est pas mené sur le sol européen et qui ne les vise pas directement. Tout organisme politique réagit comme ça. Tout le monde a du deux poids, deux mesures. Par contre, ce que ça suppose, c'est que nous n'aurons plus le droit de nous arroger le monopole du droit. Et en réalité, quand on creuse, qu'est-ce qui fait que les États agissent comme ils agissent et les nations comme elles agissent? Partout dans le monde, c'est d'abord la mise en cause de leurs intérêts vitaux qui les pousse à réagir. Et en un sens, il y a une forme de légitimité à ça. Et donc, toute la discussion en Occident et en Europe dans les années 90-2000 sur l'universalité et de nos politiques et de notre vision est caduque. Et on rentre dans une période beaucoup plus humble philosophiquement et réaliste politiquement. Et ça n'empêche pas que vous pouvez quand même agir, mais agir avec les moyens qui sont les vôtres. Je prends un exemple. Personne ne songe à entrer en guerre avec la Chine. Mais vous pouvez agir sur la situation des Ouïghours à travers vos relations commerciales avec la Chine, dans un rapport de force commercial. Personne ne veut que nous soyons dans une situation de conflictualité ouverte avec l'État d'Israël. Mais par contre, nous avons des moyens de pression. Et donc nous devons les utiliser. Nous devons les utiliser parce qu'il est de notre devoir et de notre intérêt, les deux en même temps, que le massacre s'arrête. Et le problème que j'ai, moi, c'est qu'en fait, on a en Europe une extrême réticence à utiliser les moyens qu'on a, une telle réticence qu'elle nous conduit à ne même plus les voir. Nous sommes persuadés d'être extrêmement faibles. Nous sommes persuadés de n'avoir aucune influence sur Netanyahou. Nous sommes persuadés de n'avoir aucune capacité à entrer en rapport de force avec la Chine. Nous sommes persuadés que sans les Américains, nous n'arriverons à rien sur la question ukrainienne. C'est faux. Nous sommes le premier marché du monde. Les Chinois ont besoin du marché européen. Nous sommes le premier partenaire commercial d'Israël. Les Israéliens ont besoin du partenaire européen. Nous sommes un continent riche, développé, encore plutôt stable, avec une population éduquée. Nous sommes capables de mobiliser un outil industriel pour produire plus d'armements en faveur de la résistance ukrainienne. Nous pouvons faire ça. Il y a beaucoup plus de force en nous que ce que nous croyons. Mais simplement, il faut avoir la volonté d'exister. La volonté d'exister face à Netanyahou, la volonté d'exister face à Trump, la volonté d'exister face à Poutine. Et c'est ça qui nous manque. Je pense que ça manque à nos dirigeants, mais je pense que aussi, nous, citoyens, nous avons eu un rapport à nous-mêmes qui était un rapport d'effacement. Et que désormais, il va falloir comprendre que si on n'utilise pas les moyens qui sont à notre disposition, ils finiront par disparaître, ces moyens. Et que donc, nous ne serons plus capables ensuite
d'avoir l'influence que nous pouvons avoir aujourd'hui sur qui que ce soit. Merci beaucoup. C'était tout simplement passionnant. Oui, merci beaucoup de cet échange riche, précis. Qui plus est dans un état de fébrilité qui ne vous a pas empêché de faire valoir vos convictions. Et merci, Michael, d'avoir été... Mon corps est à l'image du monde, fébrile, voilà. C'est instable. Mais il nous reste... J'espère que tes idées sont contagieuses, mais seulement elles. Il nous reste 10 petites minutes et je ne voudrais pas abandonner ou laisser partir nos intervenants sans vous laisser la possibilité de leur soumettre vos remarques, vos questions. Peut-être que... Donc, il y a un micro qui circule ou est-ce que c'est moi qui dois descendre, distribuer le mien? Peut-être qu'on va prendre 2-3 questions à la foulée et comme ça, on pourra au moins faire un premier tour. C'est moi qui descends ou il y a un micro? Il y a un micro. Voilà, je vois une main qui se lève. On va peut-être prendre 2-3 questions et comme ça... nos deux intervenants pourront je vous demanderai d'être concis et synthétique dans votre question, de sorte à pouvoir avoir des réponses. Voilà. Bonjour. C'est très délicat parce que c'est très lourd. Monsieur Glucksmann, Raphaël, après avoir suivi de loin votre père André dans les différents texte qu'il a écrit dans Le Monde depuis 2006-2007. Alors, vous avez dit, que fait-on? Qui appelle-t-on? L'Europe est une cité. Vous nous avez dit, il faut que les citoyens ne soient pas effacés. Aurons-nous les dirigeants capables? Alors, Raphaël Glucksmann, dans un moment à la Victor Hugo, vous ne pourriez pas lever et vous dire, comment? Une fédération, l'Union européenne doit devenir un État fédéral. Les États-Unis d'Europe est un projet à long terme, peut-être, mais se lever là, à l'instant, et vous allez bouleverser le monde entier. Merci, merci. On a compris l'interpellation. La déclaration. Oui. La déclaration de candidature va venir après, mais... Non. Être capable. On a compris. On va prendre 2-3 autres questions. Moi, j'aurais une question. Oui. Où êtes-vous? Ici, en haut, en face. Très bien. Voilà. Oui. Vous avez dit que nous avions les moyens de faire face à cette situation du point de vue de la désinformation, c'est-à-dire du point de vue de cette guerre intestine qui n'est ni guerre ni paix, mais malgré tout qui en est une. Quels sont nos moyens? Merci. Et on va prendre une troisième question. Voilà, ici, il y a une main qui se lève. En haut, il n'y a plus de main. Attention, vous allez perdre votre tour. Hein. Oui, monsieur, on arrive vers vous. Oui, vous nous avez expliqué que face à un ennemi qui est prêt à perdre quelque chose, nous n'avions pas beaucoup de chance si nous n'étions pas nous-mêmes prêts à perdre quelque chose. Alors, je voudrais vous poser la question, que devrions-nous être prêts à perdre dans la situation actuelle? Donc les États-Unis d'Europe, le trouble des informations, c'est cela, et qu'est-ce qu'on peut perdre? Les questions s'adressent bien entendu aux deux, mais peut-être Raphaël en premier. Je ne me présente pas. Non, mais j'ai bien compris la question. C'était pas, voilà, c'était, faut se lever sur les États-Unis d'Europe. Moi, c'est le combat de ma vie. Non pas parce que
une sorte de culte de l'Europe, que je me réveille le matin en disant l'Europe, 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 l'Europe. Non. Mon obsession, c'est comment on redevient chacun d'entre nous souverain. C'est ça mon obsession. C'est pas l'Europe pour l'Europe. Je veux, parce que sinon c'est pas vraiment de la démocratie, c'est pas vraiment de la République. C'est subir le destin. Un citoyen, c'est quelqu'un qui construit son destin. C'est un peuple façonne son destin. Un ensemble de citoyens, une collectivité, ça façonne son destin. Moi, ce que je veux, c'est que nous soyons à nouveau maîtres de notre destin. Et l'Europe, la construction d'une puissance européenne, ça veut dire d'une puissance fédérale européenne, c'est la seule manière d'être souverain à nouveau. C'est la seule manière, la seule échelle, le seul véhicule qui nous permettra d'être fidèles à l'histoire de France, qui est une histoire de souveraineté, qui suppose que l'homme et la femme sont plus que des jouets des forces du destin ou du ciel, des acteurs, des constructeurs, des bâtisseurs, des producteurs de leur propre destinée. Et il n'y a qu'à l'échelle européenne que nous pouvons le faire, face aux multinationales, face à Poutine, face à Trump, face à Xi Jinping. Il n'y a qu'à l'échelle européenne que nous pouvons le faire, à condition qu'enfin nous assumions l'Europe. L'Europe non pas comme véhicule de la globalisation, comme l'ont théorisé les néolibéraux pendant trop longtemps, l'Europe non pas comme un mal nécessaire, comme le font les politiques en France depuis trop longtemps. Quand ils veulent faire passer une réforme, ils expliquent que c'est l'Europe qui leur demande, alors que l'Europe ne demande rien. CF sur les retraites récemment. Mais comme l'horizon de la redécouverte de ce que veut réellement être libre. Et l'Europe, c'est ça. Et c'est pour ça que je me lèverai aussi souvent qu'il le faudra pour le dire. Mais je fais ce que je peux. On ne peut pas dire que j'ai évité le sujet pendant la campagne des européennes. Et je continuerai à le porter. Et je pense que ça passera d'ailleurs par des grands changements politiques en France même. La désinformation. La désinformation. On a voté, j'ai travaillé dessus, il y avait un commissaire français qui s'appelle Thierry Breton, qui n'est pourtant pas de mon bord politique, mais qui a produit ce qu'on appelle le Digital Services Act, le DSA. C'est la première fois qu'on va légiférer, qu'on a légiféré sur les réseaux sociaux, les grandes plateformes qui sont la nouvelle agora. Paradoxe total de notre époque, c'est quand même que aujourd'hui, le débat public, notre débat public, c'est vertigineux, a lieu dans des espaces privés quand même. Enfin, c'est-à-dire qu'on est chez des gens et on a vu comment Elon Musk pouvait vraiment influencer sur le cours des choses et sur la destinée des États-Unis en possédant Twitter X. Et le DSA, c'est vraiment l'arme qui nous permettra de résister à la multiplication des campagnes de désinformation en responsabilisant les plateformes. Mais l'immense test, ce sera de savoir si les dirigeants européens ont la main qui tremble maintenant que Elon Musk a le pouvoir à Washington indirectement. Parce que normalement, les enquêtes sont déjà lancées et X ou Twitter tombe sous le coup de la loi européenne. Ils trafiquent les algorithmes pour faire en sorte d'influencer idéologiquement la société dans laquelle va avoir lieu le vote et aussi nos sociétés européennes. Et à partir de là, la puissance publique doit agir contre ces grandes plateformes. Sur la désinformation, ce n'est pas du tout la seule chose qu'on peut faire. Il y a aussi le soutien positif, cette fois-ci, à la presse indépendante, au journalisme d'investigation. Il y a la nécessité de sortir l'information de la pure logique du marché. Et il y a quelque chose qui a été profondément délaissé. C'est l'éducation populaire. C'est l'éducation aux médias.
c'est tout ce qui permet de construire au-delà de la seule école sur laquelle on fait reposer l'ensemble des responsabilités, c'est de construire dans nos sociétés un écosystème républicain. Quand on demande d'où vient la crise de l'école, mais ce n'est pas une crise de l'école, c'est une crise de la société qui a mis tout sur les épaules de l'école. Comme si l'école pouvait régler tous les problèmes. Mais l'école, elle doit s'inscrire dans un écosystème beaucoup plus général. Si vous avez que l'école et Hanouna, ça ne va pas fonctionner. Si vous avez que l'école et TikTok, ça ne va pas fonctionner. Et à la fin, l'école sera le concentré de toutes les crises parce que nous avons laissé l'extérieur de l'école se déliter. Et donc, il faut ce retour à l'éducation tout au long de sa vie. Enfin, que devons-nous perdre? Et je suis désolé, là j'étais hyper long, j'avais promis d'être concis, c'est encore une promesse de politicien. Là, je vais être très bref. En fait, en réalité, je pense que nous n'aurons pas à perdre grand-chose. Mais ce que nous devons accepter, c'est que la personne qui nous fait face est prête à perdre beaucoup. Nous, ce que nous devons perdre, c'est notre culte des meubles. C'est ça ce que nous devons perdre. Et moi, je veux terminer en citant le texte qui m'a sans doute le plus marqué de ma vie. Et l'écrivain qui m'a le plus marqué, c'est Romain Gary. Et Romain Gary se pose une question très simple. Il se pose la question suivante. Pourquoi les élites françaises n'ont-elles pas suivi en masse le général de Gaulle à Londres? Lui, il a suivi. Mais il voit bien qu'il n'a pas été suivi, le général de Gaulle, par la majorité des élites françaises. Et Romain Gary se demande, mais est-ce que c'est parce que ces élites sont pro-nazis? Non. Pro-allemandes? Même pas. Violemment antisémites? Certaines oui, mais pas si spécifiquement que ça. Pourquoi alors? Et Gary nous dit, la réponse est désespérément simple. Elles aimaient trop leurs meubles. Et donc, il va falloir qu'on se libère de nos meubles si nous voulons sauver la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux, Michael Fossel, Raphaël Glitschmann. C'était un moment, je crois, c'est ce qu'on essaie de faire dans cet espace où on a pris en charge le monde, mais on a essayé de le penser, et plus que de le penser, de préparer à agir dans le monde. Merci à tous les deux, merci de votre présence, de vos questions. Je signale qu'il y a une urne à la sortie dans laquelle vous pouvez glisser toutes les questions que vous vous posez, les remarques, elles seront traitées à la fin de ces 3 rencontres. Bonne convalescence à Raphaël. Merci, Michael. Merci à vous.